Henry est professeur à l'Université McGill depuis, je crois, 1968-69. Il est le Cleghorn Chaire à des hôtels Business School. C'est un des professeurs de business les plus célèbres de l'Université McGill et un des plus célèbres au monde. Il a publié plus de 15 livres. Henry, est-ce qu'on est à 20 livres ou... 20. 20 livres. 21 avec le livre que je viens d'envoyer à l'éditeur il y a quelques jours. 21 livres et plus de 150 articles scientifiques ou d'affaires. Henry, c'est quelqu'un qui aime beaucoup challenger les façons, si on veut, traditionnelles de penser. Il a même écrit un livre qui conteste vraiment les MBA, publié, je pense, je me rappelle plus de l'année exacte. C'était quoi? MBAs, Challenging MBAs. What was the title? Managers, not MBAs. Les managers, les vrais en français, quelque chose comme ça. Je me souviens pas le titre en français. C'est 2006, je crois. 2006. Et Henry, je connais Henry parce que j'ai fait son programme, l'International Masters for Health Leadership. Vous connaissez une des graduées du programme, Dr. Joanne Yu. Et Henry est très actif dans ce programme-là. C'est lui-même qui l'a fondé. On a la directrice académique aujourd'hui, Leslie, qui continue de bonifier ce programme-là avec Henry, Liz et toute l'équipe en place. Alors, j'ai eu le plaisir d'écouter Henry à plusieurs reprises durant le cours. Il est vraiment présent sur le terrain. Fait que Henry, on voulait vraiment t'entendre sur le leadership. Mais je comprends que tu n'aimes pas le terme leadership. Pourquoi? C'est pas le terme comme tel, c'est l'obsession qui me gêne. Le plus qu'on parle de leadership, le moins qu'on a, et peut-être il y a un lien entre ces deux faits. On choisit pas soi-même comme leader. Ce sont les autres qui décident de suivre, qui décident qui sont les leaders. Mais le problème, c'est que ça devenait populaire de distinguer les managers et des leaders. Comme les leaders font des grandes choses et les managers font les scutworks, comme on dit en médecine, ils font des scutworks. Et c'est dangereux. Si un manager qui lead pas, est ennuyant, mais un leader qui manage, qui dirige pas, ne sait pas ce qui se passe. Ce sont deux côtés de même chose, et on peut pas les distinguer. Et il faut absolument pas, parce que une deuxième chose, c'est aussitôt qu'on utilise le mot leader, on a une seule personne en tête. Même si c'est une personne qui est très généreuse, tout ça, le mot leader ou même leadership implique une seule personne. Moi, je suis un amateur de communityship. Ça veut dire on est tout ensemble. Et le bon leadership, ça encourage le communityship. Alors, à travers les années, vos années d'études, à étudier justement cet aspect de leadership, si on veut. Qu'est-ce que vous avez retenu comme étant le plus gros défi du système de santé, du leadership en système de santé? Vous avez écrit un excellent livre, là, Managing the Myths of Healthcare. Qu'est-ce que vous avez écrit qu'est-ce que vous avez compris de la façon dont le leadership du système de santé fonctionne? Il faut que le livre que je viens de finir, c'est une nouvelle version de mon livre sur structure. Et je parle de 4 formes de structure. Une, j'appelle the professional assembly, parce que un autre, c'est personal enterprise, program machine, project pioneer. Mais le professional assembly, ça veut dire que c'est un assemblage des professionnels. Ils ne travaillent pas ensemble.
ils travaillent ensemble, mais rarement. Même un chirurgien avec un anesthésiste dans une intervention, il ne parle pas. Il ne parle pas parce que chacun sait exactement ce qu'il attend de l'autre. Et même les professeurs, on ferme la porte, on enseigne notre propre course et notre propre session et c'est tout. Jamais une doyenne est visité une de mes classes traditionnelles, pas les MPM, mais les classes professionnelles. Ça veut dire que le leadership ou le management est qu'est-ce que je veux dire? J'ai oublié qu'est-ce que tu as demandé comme question, Rick? I lost track of my... No voice. Quel est le grand défi, justement, du leadership dans le domaine de la santé aujourd'hui? Parce qu'en fait, donc, vous avez écrit ce livre-là, Henry, mais vous avez aussi formé ce programme-là, le International Masters for Health Leaders. Et donc, vous venez de la business dans le domaine de la santé. Et qu'est-ce que vous avez compris à travers les années sur qu'est-ce qui est notre problème actuel? Le grand problème, c'est de diriger un assemblage de professionnels, comme vous savez beaucoup mieux que moi. Peut-être pas mieux parce que moi, je suis un professeur dans la même situation, parce que les universités, les hôpitaux sont pareils. Chacun à soi-même et c'est très difficile à diriger une organisation où il y a chacun à soi-même. Un des grands problèmes dont tu as mentionné, Rick, c'est que si on traite un hôpital comme un business, il y a une femme, le mieux connu professeur de santé à Harvard Business School, qui a identifié les hôpitaux comme des focused factories. Mais si on voit un hôpital comme une usine, on détruit complètement la situation. Diriger des professionnels, même en affaires, parce qu'il y a des boîtes de consultants où les consultants travaillent souvent, pas toujours, mais souvent, chacun à soi-même. C'est très, très difficile à diriger par rapport d'un McDonald's où on dit saute et il y a une seule question, how high, sir? Il y a jamais un médecin qui dit how high, sir, when the director of a hospital says jump. C'est pas facile. Mais il faut savoir que des organisations sont très, très différentes. Une compagnie entrepreneuriale est très différente d'une McDonald's et même d'un Olympic Organizing Committee ou quelque chose comme ça en projet. Project management is completely different. Professional management is different. Personal management is different, and bureaucratic or program management is different. Et alors, vous avez, j'imagine, créé ce programme-là à McGill pour former des professionnels de la santé à améliorer finalement le leadership du système. Ouais. Oui. Est-ce que 10 ans, on est rendu à la 10e cohorte, ça dure 18 mois, 2 ans. Est-ce que 10 à 15 ans plus tard, est-ce que vous avez vu une différence? Est-ce que de ces étudiants-là qui ont pu influencer leur organisation à travers le monde? Le programme devenait de plus en plus connu. Maintenant, Leslie a assez facilement une 50aine de personnes. C'est incroyable. C'est peut-être le programme le plus réussi au monde en health leadership ou health management. Et il faut que j'ajoute un mot. Moi, je voulais nommer le programme health management. Mais j'ai été avis, on m'a dit que don't use the word management in healthcare, it's got a negative connotation. Puis on a décidé de le nommer International Masters for Health Leadership
rather than for health leaders ou quelque chose comme ça. Je suis pas complètement confortable avec le titre, mais ça marche bien, évidemment. Et c'est incroyablement populaire. C'est incroyable parce que c'est pas un programme comme le reste au Québec où on paye, je sais pas, 3 ou 6 ou 9 000 piastres. C'est beaucoup plus cher. Mais on a des personnes extraordinaires, comme Joanne Lieu, peut-être le meilleur exemple. Un jour, elle m'a dit dans la classe, je crois que je vais me présenter comme président de MSF, parce qu'elle était volontiers, souvent. Et tout à coup, avec un comité formé dans la classe par des membres de cette classe, elle était élue pour un deuxième terme aussi, c'est le maximum, 8 ans. Et elle devenait fameuse mondiale, parce que quelques mois plus tard, avec Ebola, c'est elle qui a forcé le WHO, le World Health Organization, d'agir. C'est elle qui a visité le chef de WHO en insistant qu'il faut agir parce que MSF ne pouvait pas faire ce qu'elle pouvait faire. Puis, mais on a beaucoup d'histoires, pas si grandioses, mais on a pas mal d'histoires comme ça. Et effectivement, Joanne était ici, elle fait partie du Living Lab aussi avec nous. Elle fait partie des mentors de cette cohorte-là. Donc, et quand on a dit qu'on essayait de t'inviter, elle a eu des très bons mots à ton égard, Henry, évidemment. Donc, alors, est-ce que... donc, premièrement, une des choses qu'on a remarqué beaucoup, c'est que vous réussissez en fait à passer votre message à travers, bon, évidemment, beaucoup de conférences, mais aussi beaucoup de productivité écrite. Donc, non seulement ces livres-là, mais vous tenez aussi un blog. Il y a beaucoup d'experts en transfert de connaissances ici à l'écran. Comment est-ce que vous croyez qu'il est la meilleure façon de livrer un message pour que le message passe et qu'on puisse changer les choses au long cours? Parce qu'il y a plein aussi de chercheurs qui sont ici qui vont reconnaître que même après 10, 15, 20 ans, 30 ans de recherche, on se pose la question, est-ce qu'on a eu vraiment un impact? Est-ce que les gens ont vraiment lu les papiers? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Alors, visiblement, Henry, vous avez réussi à changer quelque chose. C'est quoi le succès? C'est quoi la clé du succès pour changer les mentalités? Les livres ont réussi. J'ai essayé de publier beaucoup de commentaires, des choses comme ça en op-ed que je peux absolument pas réussir. J'ai aucun succès avec ça. Il y a un seul médium qui me publie régulièrement, c'est mon propre blog. Moi, j'ignore mes propres choses. Mais New York Times, jamais. Washington Post, jamais. Guardian, j'étais très près parce qu'un columniste bien connu a proposé quelque chose que j'ai écrit à ses propres éditeurs qui ont décidé qu'ils ne voulaient pas le publier. J'ai beaucoup de misère. Et comme tu connais très, très bien, Rick, pendant le COVID, j'ai essayé de publier au début, avril 2020. Et tu étais là, et plusieurs étaient là parce qu'on a discuté. J'ai drove you all crazy with this, mais j'ai vu un lien entre pollution et COVID. Et j'ai fait plusieurs hypothèses, plus ou moins tout ce qui était vérifié 18 mois plus tard. Mais je pouvais même avec un diplômé de IMHL qui est à WHO, qui est un ami, qui m'a dit, Henry, c'est pas vrai, you're barking up the wrong tree, it's not correct. Et j'ai toujours, ça peut être amusant. J'ai mis toute l'histoire dans mon site. Si vous faites mintzberg.org/pp, Pollution Pandemic, vous avez toute l'histoire.
de mes frustrations. C'est pas facile. OK. Alors, mais ça me fait penser, puis on en a parlé quand même pas mal, ça me fait penser à quand est-ce qu'on lâche une idée. Ouais. Donc, quand est-ce qu'on abandonne une idée ou même si on y croit encore, est-ce qu'on continue au bout de nos idées? Donc, Henry avançait que la pandémie, la pollution avait un rôle important à jouer dans la transmission justement de la COVID. Je ne vais pas simplifier tout ce propos-là, mais il y a quand même une littérature là-dessus. C'était dans les tout débuts, tout débuts. Alors, mais Henry persistait et tout ça. Et moi, des fois, on avait des experts, puis il n'était pas certain de vouloir suivre ça. Mais quand est-ce qu'on lâche, quand est-ce qu'on abandonne une idée ou c'est quoi votre philosophie là-dessus? Moi, j'ai une peau, how do you say, thick skin? Oui. Parce que si je suis une idée, normalement, je reste avec l'idée. Pas parce que je suis, comment est-ce qu'on dit, je sais pas, je n'accepte pas, mais mon intuition est pas mal, je crois. Et quand je pense vraiment à quelque chose, je reste avec ça. C'est mieux en anglais. I don't give a damn if the whole world is against it. And you saw that going on. I don't care if the whole world is against it. If I believe in it, I will not let go. And I don't think I'm being, what's the word? Stubborn. I don't think I'm being stubborn. J'avais beaucoup de succès ailleurs en management. J'ai quelques idées. Premièrement, que le manager, le travail de manager n'est pas planning, organizing, coordinating and controlling, comme Henri Fayol a publié en 1916. Et aussitôt que j'ai publié le livre, il y avait une revue dans un des mecs les mieux connus en management, avec une praise formidable. Et puis, le livre était fortement accepté à part de ça. Une deuxième chose, moi je dis, on crée pas des stratégies dans un processus de planification, pas du tout, jamais, jamais, jamais. On crée des stratégies, des stratégies intéressantes dans un processus d'apprentissage. We learn strategies, we don't plan strategy. We plan the consequences of strategy. We learn strategies. Ça, c'est pas accepté partout, mais tous les gens qui travaillent en stratégie connaissent ça. Parce que j'ai publié autant d'articles, 2 ou 3 livres sur ça. Managers Not MBA, c'était aussi bien recevoir. Au moins par des personnes qui croient pas. Les gens du MBA. Ben, justement, Henry, vous avez un MBA à McGill, vous avez plusieurs versions du MBA, dont le EMBA. Les bureaux sont proches du AMHL. Comment est-ce que vous êtes perçu dans votre propre université par rapport à vos idées sur le MBA? McGill est formidable, superbe. Il y a peu d'universités au monde qui pouvaient faire ce qu'ils ont fait. Mes collègues savaient que j'étais en train de publier ce bouquin, ce livre. Mais j'avais une seule question complètement raisonnable. Un ami qui a dirigé le programme MBA m'a dit, Henry, just let me know when it's coming out so I'll have a warning. C'est tout ce qu'ils ont dit. Personne, non, une doyenne, personne. Imaginez si j'ai essayé de faire la même chose à la Harvard Business School. J'étais à la porte, tout de suite. Puis, McGill est très... on est là au Québec, au Canada. On est beaucoup plus... Regardez les camionneurs qui c'était si poli. C'était incroyable. 3 semaines et tout ça à Québec. C'est à Montréal. On laisse les gens vivre chez nous par rapport à des Américains qui sont beaucoup plus agressifs. Il faut ajouter une autre chose, Rick, parce que quand j'ai dit j'ai beaucoup de misère
J'ai beaucoup de misère aux États-Unis plutôt, ou peut-être en Angleterre aussi, pas autant, mais j'ai publié, comme tu connais, Bedtime Stories for Managers, il y a l'année dernière, et on a fait en Chine, l'éditeur en Chine a décidé d'avoir un truc comme ça, un podcast, comment ça s'appelle, un webcast or whatever it is, et ils avaient 50 000 personnes en direct, 50 000 personnes. Quelques jours plus tard, j'ai fait la même chose en Russie avec l'éditeur, 11 000. 11 000 en Russie et plus que 50 000 en Chine par rapport à la population. Puis, ailleurs, ça marche très bien. Un autre exemple, j'ai été interviewé par l'éditeur en chef de plus grand journal financier au Japon. Et j'ai été interviewé par le rédacteur en chef. Ils ont publié 3 ou 4 pages. J'ai été jamais interviewé aux États-Unis comme ça, au Canada comme ça. Jamais. Okay. Mais autrement que ce que vous avez décrit sur le Québec, le Canada, mais là, quand même des exemples internationaux qui font en sorte qu'on est ouvert à votre façon de penser. Pourquoi est-ce que vous pensez que les États-Unis ne sont pas autant réceptifs à vos idées? Good question. J'ai l'impression, c'est pas la vérité, mais j'ai l'impression qu'ils sentent que je suis différent d'eux. Et comme les Canadiens sont souvent différents des Américains. J'ai publié dans mon blog, j'ai publié quelque chose sur Donald Trump is not the problem. Une série de 5 articles. Donald Trump is not the problem. Et ça décrit, il réfléchit pas facilement aux États-Unis, je crois. It's a good thing Leslie doesn't speak French, right, Leslie? Except you do. Mais je ne sais pas pourquoi. Je me demande, il n'agit pas seulement des Américains, mais le monde entier. What is dumbing people down? Pourquoi les gens sont si résistants à accepter des idées différentes? Il y a un livre de Harari, ça c'est la personne qui a publié Sapiens. Et je lis un autre livre de lui qui il répond pas à cette question comme telle, mais en effet, c'est une réponse. Et il dit, the farther we get from nature, the more blocked we are, and the more need we have for social interactions. And if you're always going around with your finger in the air, everybody's watching the Super Bowl, so I have to watch the Super Bowl too. Le plus qu'on a ce genre de comportement, le moins on est ouvert aux idées qui sont pas normales. Et je sais pas. Et peut-être ça semble un peu arrogant, j'espère pas. Les choses que j'ai dit le plus scandaleux ou outrageux sont les plus vraies. Okay. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Oui, pollution and pandemic. OK. OK. Henry, on vous interviewe souvent. Est-ce que vous avez déjà été dans le rôle d'interviewer quelqu'un? Oui, souvent, oui. Mais pas comme maintenant, pas comme un genre de télévision, radio, des choses comme ça. J'ai fait beaucoup de recherches comme ça, pas plutôt, mais pas mal. Oui, Okay. Bon, alors, si présentement, qui aimeriez-vous interviewer? On vous donne 3 personnes, 3 personnes. Rick, laissez-moi donner un exemple.
j'ai lu ce livre, OK? On a changé le titre, on a mis quelque chose, mais c'est Blueprint for Revolution. Nous l'avons changé Blueprint for Reformation. OK? Il s'appelle Popovic, qui a dirigé le mouvement en Serbie pour éliminer what was his name? Milosevic. Oui, c'est lui. Parce que j'ai cherché un livre comme ça toujours. Parce que ce que je fais maintenant, c'est rebalancing. C'est ce que je fais maintenant, rebalancing society. Et je cherche de l'aide. Comment on peut faire quelque chose comme la Réformation? Parce que pour moi, le modèle, c'est la Réformation de Martin Luther. Et lui, c'est le premier livre que j'ai vu après Alensky Rules for Radicals, qui est bien connu il y a 20, 30 ans. Mais ça, c'est un bouquin formidable. Puis, j'ai pris contact avec lui avec pas mal de difficultés. Et après, c'était moi qui ai fait l'interview, en effet. Et si aujourd'hui, on vous donne 3 personnes à interviewer, ça serait qui? Et pourquoi? Pour le bien ou pour lui? OK. Harari, qui a publié Sapiens et l'autre 21 Lessons for the 21st Century. Lui, il est génie. Incroyable ce qu'il a écrit. Mais Sapiens est mieux comme livre. L'autre plus récent, parmi les 21, il y a plusieurs qui sont intéressants, d'autres qui sont moins intéressants. Qui d'autre? Moi, je trouve les gens les plus intéressants, ce sont les gens qu'on n'attend pas d'être intéressants. Juste tout à coup, je sais pas, dans un train ou je sais pas où, on rencontre des gens incroyables, juste des gens pas bien connus. Juste, il y a toutes sortes de gens incroyables, comme ce que tu fais toi-même. Merci, René. Est-ce que je reviens un peu à ma question initiale de comment finalement parce que quand même, Henry, vous êtes connu. Comment est-ce qu'on réussit à passer un message avec le temps? Donc, l'importance, si on parle des livres, donc même si c'est dur à savoir combien ils l'ont acheté, combien ils l'ont lu, tout ça, par rapport à des articles scientifiques, par rapport à des conférences, comment vous rejoignez? Ou est-ce que c'est un tout? Est-ce que vous conseillez aux gens d'écrire des livres, les jeunes qui sont là, d'investir parce qu'on a un temps limité? Et comment changer finalement les choses si on veut passer un message? J'ai appris ça quelque chose d'intéressant après beaucoup de temps, après beaucoup de livres, peut-être entre le 18e et 19e livre, quelque chose comme ça. Un livre a un impact beaucoup plus fort qu'un article. Et je me demandais pourquoi, parce que c'est beaucoup plus facile à lire un article. On peut lire un article dans 15 minutes. Un livre prend des jours, des heures et des heures et des jours. Pourquoi un livre peut avoir plus d'impact? Et il me semble que quand on lit un article, on est impressionné ou non, mais on lit l'article prochain. Et dans 2-3 jours, on a, dépendant le temps, on a déjà lu 3, 4, 10 articles et tout est mélangé. Quand on lit un livre, on consacre beaucoup de temps. On a le message. Et même s'il y a 5% des lecteurs d'un article qui lit le livre, ces 5% font la différence, à mon avis. Et comment on écrit un livre? Non, mais sincèrement, donc, c'est quoi votre hygiène d'écriture?
Donc, vous vous levez tôt le matin, vous écrivez 2-3 heures par jour. C'est quoi votre stratégie de gestion du temps, vos stratégies de brainstorming, d'échange? Comment ça peut vous prendre du temps à partir du moment où vous avez une idée et vous le livrez chez l'éditeur? Ça, c'est la réponse. Les gens veulent savoir ça. Comment on écrit un livre? Oui. Avec, c'est vrai en certain sens. Ça, c'est le problème avec un livre, sauf un journal, sauf un diary. Un livre est linéaire. Il y a le premier mot, il y a le dernier mot, et il y a tous les mots entre eux qui sont en ordre linéaire. Mais normalement, on écrit sur des choses qui ne sont pas linéaires. Si je veux écrire sur l'écran, ce que je vois maintenant, je commence où? Avec tes lunettes, avec le mot lab, avec les champs derrière, et comment je décris l'image que j'ai devant moi dans un livre ou un article. Ça, c'est le problème. C'est pourquoi le premier draft est incroyablement difficile. Ça dépend de ce qu'on a en tête. Moi, j'ai lu, il y a deux formes de poètes complètement différentes. Il y a un poème fameux qui était écrit comme ça, comme Guernica. Et un autre qui était refait 95 fois. Moi, je suis comme le 95 fois. Quand je fais un nouveau livre, je fais au moins 5 brillons de chaque chapitre. Normalement, 5 à 10, disons. Je suis sérieux. Parce que it's getting it down the first time. That's the hard part. Quand j'édite quelque chose que j'ai déjà, si l'ordre est bien, et bon, c'est fastoche, c'est facile, on le fait comme ça. Mais si, c'est pourquoi j'utilise ça. Parce que les keys, l'ordinateur, le laptop, it's in the way. It's in the way because it's sitting, I'll do this in English, it's sitting here right in the middle. Okay, I can't see behind it. I can't put anything in front of it. I can only put things on the side. But I'm trying to integrate 200 or 50 or 10 notes. So I have to get rid of this damn thing here sitting in front of me, get rid of it and spread the notes out, bring just a pad and a pen, or better still, something I'm doing now. You know what this is called? Called cutting and pasting, or not so much cutting and pasting. It's called a what do you call it? What you do on a computer? You know, where you fill in the boxes. Mind mapping. Spreadsheet. This is a spreadsheet. This is a real spreadsheet. And that way I can put all the ideas here, there, and everywhere, move them around, scratch them out, change them, and move them every which way until it looks like I have a linear order. Then I write. But I still have to write this way because as I'm writing, there's 5 notes in front of me, and I want to pull this one from here and pull that one from there and take this one from there and take that one from here. So I need, once it's written, I go on and my secretary, Santa, types it. Then I go on the screen. Et tout ça est décrit plus ou moins dans un article dans mon site, dans mon homepage, qui s'appelle Developing Theory about the Development of Theory. C'est un article, How do you develop theory? Et il y a un aspect de ça qui est intéressant, c'est que un seul brouillon. J'ai refusé à changer ce que j'ai écrit la première fois parce que j'ai commencé à décrire certaines choses et quand j'ai commencé, il y avait autant d'idées qui m'ont frappé que j'ai mis 2 sortes de caractères. J'avais italique et pas italique. Pas italique, c'est ce que je voulais faire selon le plan.
Et italique, ce sont les stream of consciousness pendant. Et it captures this feeling of developing as you go along. So I left it exactly as I wrote it. So it's about 25 pages, double spaced on my website, and it sort of describes how I write. Morning, evening, I work better in the morning. I work better when I'm hungry. My best time is from 9:30 to about 2. And then I eat, and then I'm wiped out after that. And so unless I'm editing, that's easy. But if I'm doing the hard stuff, it's morning. And lately, we're in the country. I've been waking up, not getting up. I've never set an alarm, but I've been waking up at about 5:36, and I start writing. Then and before breakfast, before anything, one banana. And I work till about 9 or 10. And then we have breakfast together, and that's the best time. Donc, on a eu un aperçu de comment le cerveau à Henry fonctionne. C'est très intéressant. Merci, Henry. Est-ce que, Henry, on va faire un petit exercice. Je vais juste lancer un terme, puis j'aimerais juste avoir tes pensées comme en rafale par rapport à ça. Que penses-tu de la créativité? Malheureusement, j'ai déjà réfléchi sur certaines choses comme ça. Moi, je crois, c'est pas maintenant, mais j'ai déjà la réponse. Il me semble qu'il y a deux formes de créativité. Il y a la forme Tchaïkovski, violin concerto. Je peux absolument pas imaginer comment quelqu'un a créé quelque chose comme ça. C'est si imaginatif, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est pas le genre de créativité qui change le monde. Tchaïkovski's violin concerto n'a pas changé le monde. Mais il y a un ouvrier chez Ikea qui a changé le monde. Parce que il voulait mettre une table dans sa voiture, mais il ne pouvait pas, puis il a enlevé les pattes, how do you say legs? Des jambes? Non, pas des jambes, the legs of a table. Hein? Les pattes. Les pattes, pour mettre dans la voiture. OK, pas grand-chose. Sauf, lui ou quelqu'un autour a dit, attends, si nous devons le faire, nos clients doivent le faire, la même chose. Et ça, c'est l'origine de la stratégie de vendre les meubles non assemblés. Lui, il a changé le monde. OK. Est-ce que, Bezos... Non, attends, il faut que je finisse l'histoire. Qu'est-ce que c'était? C'était un peu switch. Moi, je parle d'un switch, un petit changement. Ça veut dire que I have to take the table off, the legs off, they have to take the legs off. Juste un petit changement. Les vrais changements de monde sont des switches, des little switches where on a vu quelque chose différemment. OK? Et ça peut prendre un génie. L'ouvrier chez Ikea n'était pas probablement un génie. Mais si vous connaissez faire une blague, if you know how to make a joke, you know how to make a switch. So I'll tell you a joke. It's not my joke, but it's a joke. I want to die like my grandfather died, quietly, in his sleep. Not like the other people in the car who died yelling and screaming. Okay? Now, that's funny. C'est humoreux parce qu'on pense à grand-père dans son lit, mais en effet, il était dans la voiture. So a joke is usually a little switch. N'importe quelle personne qui peut faire une blague peut faire un switch qui peut changer le monde. Vraiment. Vraiment. Et est-ce que Bezos et Elon Musk sont des switches, Steve Jobs? C'est quoi votre impression de ce genre de cerveau-là? As-tu vraiment des switches ou c'était des révolutions?
Tesla, l'idée d'une voiture électrique n'était pas quelque chose, grand chose. Toyota a fait ça depuis longtemps. C'est le fait qu'il a créé une entreprise, etc. Je vois pas, évidemment, il y avait toutes sortes de créativité dedans, mais pour moi, Jobs et l'idée de Bezos a commencé, Bezos a fait son petit switch au départ quand il a dit, pourquoi on vend les livres dans les librairies? Pourquoi pas on les vend comme ça sur Internet? Et après, il juste fait de plus en plus. Amazon est juste une étape plus loin. Mais Jobs était incroyablement créatif. Incroyablement créatif. On sent, c'est juste ce petit truc-là. C'est le meilleur truc, la meilleure innovation de toujours, à mon avis. Parce que toutes les grandes innovations faisaient une seule chose. OK? Le printing press, c'est de publier des livres. La voiture, c'est pour la transportation, etc. La télévision, c'est pour l'image. Ça fait tout. C'est incroyable. It doesn't do the wash, but it does everything else. It's amazing. This thing is amazing. I like everybody else. When I close it at night, I close 15 to 20 apps. I check the weather. I check my agenda. I check the mail. I close 15 or more apps every night. It's amazing, this thing. All in this stupid little package. Et donc, on a quand même... bon, alors, créativité et maintenant un autre terme, audace. Quelle est l'audace, la qualité d'audace en leadership, l'importance de l'audace? If you say that in English. What's das? Audace, yeah. Oh, you mean audacity? Audacity. Like the guts okay. To, how do you say it in English? What would be the... Audacity. Audacity. I think. Yeah. Oui, mais je le vois pas comme ça. Je vois comme if you believe in it and you have a thick skin and you don't give a damn what anybody says and you don't want to be dismissed, you don't care if you're dismissed as an idiot, then there's hope for you. Si ça c'est l'audacité, OK. Donc, aller un peu en contre-courant et sans trop le prendre personnellement, peut-être. Qu'est-ce que vous pensez de la bureaucratie? Parce que beaucoup de bureaucratie dans nos systèmes académiques et aussi système de santé. Qu'est-ce que vous pensez de la bureaucratie? On a besoin. OK, pourquoi? Le courrier traditionnel, j'ai besoin de courrier traditionnel, ça prend de bureaucratie. J'ai besoin d'une banque qui protège mon argent, ça dépend d'une bureaucratie. Il y a beaucoup de choses parce que bureaucratie, ça veut dire très formalisé, le comportement très, très formalisé. Quand je rarement, mais des fois, je vais à McDonald's et je veux une Big Mac et je ne veux une Big Mac, je ne veux pas avec mayonnaise. Ils ne donnent pas avec mayonnaise, mais ils ne sont pas créatifs, ils ne sont pas imaginatifs. Un Big Mac is a Big Mac. Et si on veut ça, si je suis en hôtel et je veux un wake-up call à 8 heures le matin, je ne veux pas à 8h05. Je le veux à 8 heures. Et je ne veux pas qu'ils mettent une puppet, comment est-ce qu'on dit, qui saute à 8 heures dans ma chambre en disant « Wake up !» Je cherche pas créativité dans mes hôtels. Je cherche bureaucratie. Je cherche comportement très formel. Évidemment humain, parce que bureaucratie, ça ne dit pas nécessairement que c'est pas humain. Ça peut être humain, mais programmé. Programme machine. Alors, donc,
on a beaucoup de personnes ici à l'écran qui sont qui connaissent bien le système de santé, qui œuvrent là-dedans depuis plusieurs années et qui comprennent que les choses ne bougent pas nécessairement rapidement. Donc, il y a vraiment beaucoup de comités, beaucoup de réunions, beaucoup d'écrits. C'est très difficile de changer le courant de pensée. On essaie d'innover. Tout le monde veut innover. Mais on se rend compte que c'est assez compliqué. Les startups ont beaucoup de misère à rentrer dans le système avant d'atteindre la personne qui est en haut, qui prend les décisions. Ben des fois, finalement, ils ont eu le temps de faire faillite 2 fois. Ça, c'est un élément de la bureaucratie. La presse a raconté, je pense que c'est Patrick Lagacé, la fameuse histoire ça prend quelques années avant d'avoir une imprimante. Les médecins qui commandent une imprimante dans leur bureau, comment ça prend de temps. Ça, c'est du quotidien pour les gens dans le système de santé aujourd'hui. Alors, il y a des gens de cœur ici présents, je les nommerai pas, là, mais qui sont très hauts dans la pyramide puis qui essaient d'amener de l'innovation et ils trouvent qu'ils font face à beaucoup de barrières comme ça. Ça, c'est une bureaucratie qui peut être difficile. C'est quoi votre impression de cette bureaucratie-là? Et quelle place est-ce que les doyens de faculté de médecine, quelle place est-ce que les dirigeants d'hôpitaux, le ministère de la Santé doit faire à travers son gros système? Quelle place doit-il faire pour amener un peu d'innovation? Donc, amener de l'audacité, du risque et de la créativité. Alors, c'est une grande question, mais... Imaginez que je suis en train d'entrer dans une salle, comme patient, dans une salle d'intervention. Et l'infirmière a dit très tranquillement, vous n'avez rien à vous concerner. Ça, c'est un chirurgien très créatif. Et moi, je dis, s'il vous plaît, je ne veux pas un chirurgien très créatif. Je veux un chirurgien qui a fait ce genre d'intervention 1000 fois. C'est ce que je veux. S'il y a une crise pendant, évidemment, j'aurais besoin d'un chirurgien créatif. Mais normalement, je ne veux pas qu'il me utilise comme expériment. Mais si j'ai un autre aspect de santé, si j'ai besoin d'une intervention très, très complexe, je cherche un chirurgien qui a un taux de mort très haut, très élevé. I want a surgeon, if I have a really tough operation, I want a surgeon who's got a high death rate. Okay? Pas parce que je veux un chirurgien qui est affreux, mais parce que je veux un chirurgien qui prend les cas qui sont les plus difficiles. Et il y a des histoires des chirurgiens aux États-Unis qui refusent de prendre ces cas à cause de cette taux, à cause de cette mesure. OK? So, ça, c'est le livre dont tu parles. Et maintenant, il est en train d'être traduit au Québec. Juste maintenant, je suis en contact avec le traducteuse actuellement. La chose que je trouve le plus intéressant, il y a beaucoup de messages, mais il y a deux, je mentionne maintenant. Notre système de santé n'est pas en faillite. Du tout. C'est l'inverse. Notre système de santé souffre de succès. Pas de failure, de succès. Ça veut dire que vous tous sont formidables à trouver des moyens pour sauver ma vie. Vous êtes incroyables. C'est pourquoi on devient de plus en plus âgé. Moi, je suis pas ici sans open heart surgery. Ça coûte cher, mais ça me coûtait rien du tout, évidemment, parce que c'était au Québec. Et ça coûte cher. Ça, c'est le problème. Vous êtes formidable à trouver des moyens pour sauver notre vie, mais ça devenait de plus en plus cher. Je ne veux pas dire que vous êtes trop payé, je parle de juste le cost. Regardez les patients de COVID qui prennent combien? 8 personnes pour tourner. 8 personnes juste pour tourner. Ça coûte cher. Nous ne voulons pas payer.
nous ne voulons pas payer des impôts. Et les gouvernements sont coincés. Il faut dépenser de plus en plus. Notre population devient de plus en plus âgée, partiellement à cause du fait qu'on vit plus long. Mais la population ne veut pas payer. Puis les gouvernements sont coincés. Puis ils font des choses souvent très stupides. Très stupides. Ils essaient de diriger le programme comme des mesures. Comme we'll measure I'll give you an idea of a really stupid idea, okay, just random, okay, just au hasard. Forcing general practitioners to take 1,000 patients. Oui. Absolutely stupid, because number one, it'll drive some people out of the province, or it'll drive them away from general practice, or they'll refuse to take any patients who are older and have more problems. There's never been a number that can't be gamed, manipulated. And so these kinds of idiotic measures do not solve the problem, yet they do it over and over and over again. And the worst of all was a physician named Barrett, who I think did enormous damage. Il a détruit, presque pas détruit, mais il a fait énormément de dommages à notre système de santé. En effet, il a nationalisé tous nos hôpitaux et tous nos CSS, etc. Il a nationalisé tout en éliminant tous les conseils d'administration et nommé lui-même tous les chefs. C'est un genre de centralisation qui est absolument idiotique, stupide. Jusqu'à quel point et plusieurs professeurs du AMHL sont des gens que le ministre consulte régulièrement, d'ex-étudiants aussi. Ma question, c'est jusqu'à quel point, à travers l'histoire des premiers ministres et des ministres de la Santé, t'ont appelé pour te demander ton opinion, Henry? Moi, mon opinion? Ouais. People call you up, ask you in decision-making positions. Did they say, what do you think of this? Well, ask yourself how many people, well, it's only in English now, but it'll be in French soon, but ask yourself how many people in the healthcare department read this. Je peux pas répondre. Je crois... non, je me souviens pas une seule fois. Autrefois, dans d'autres domaines, plus près de gestion des affaires, peut-être, mais pas souvent. Mais il faut dire, mon livre qui s'appelle Structure and Files, mais en français, Structure et dynamique des organisations, ça c'est lu au Québec plus que presque n'importe autre endroit. My book on structure and dynamic des organisations, is really widely read in Quebec, ANAP, and for years and years and years. And so on structure, maybe, but not on healthcare. But look, Joanne Lieu est arrivé ici après 8 ans avec Médecins sans frontières et qui a une expérience à diriger une pandémie, ou pas une pandémie, mais une crise comme ça. Elle, plus que n'importe quelle personne au monde, ils étaient humiliés avant de prendre contact avec elle. C'est incroyable. Qu'est-ce que les gens... Mais je veux dire quelque chose. Il y a... everybody hates their own healthcare system. Et une amie de ma fille, qui est radiologist, mais une fancy one, with all the fancy stuff, just top of the line. On était à une soirée ensemble avec elle et ma fille, et elle a commencé à parler du système. Elle est québécoise, elle a commencé à parler du système de santé au Québec, et elle a continué. Après quelques minutes, j'ai dit, mais tu as fait ton... comment s'appelle ton residency aux États-Unis? Et elle a dit, don't get me started on the American system. Everybody has the worst healthcare system in the world.
Juste pour dire, j'ai entendu dire quand même, Henry, que le ministre Dubé était un grand fan de toi et qu'il avait lu de vos travaux, de tes travaux, et puis qu'il t'appréciait beaucoup. J'ai entendu dire ça, Henry, en passant. Et il y a probablement beaucoup de personnes que vous savez pas qui vous ont lu, évidemment. Juste pour vous dire, juste pour soulever le fait que nous, on vous pose des questions. Donc, nous, on s'intéresse et dans le concept des grandes entrevues, on pense que d'aller chercher justement de façon spontanée des perspectives de personnes comme vous, c'est fort utile. Donc, on préconise vraiment l'écoute comme si on veut stratégie de leadership importante, un peu comme à la Humble Inquiry, le livre que vous nous avez fait lire dans la MHA. Henry, je vais nommer un dernier mot et puis après ça, je l'ouvre aux gens ici pour des questions spontanées. Dernier mot, bonheur. Qu'est-ce que vous pensez du bonheur, de l'importance du bonheur pour vous? Happiness. Et qu'est-ce qui vous rend heureux? La nature. On est en face d'un lac 80% sauvage ici, à la campagne, dans les Laurentides. Dans mon canot, dans mes raquettes, il faut une patinoire qui est 3 kilomètres de longueur dans l'autre lac, tout près. La nature, les amis, tout. Mais comme Harari a dit, as long as we stay close to ourselves, close to nature, close to our natural reality, we're okay. It's when we break away from that. It's when we get closed into our shells that we suffer. Merci, Henry. On reviendra pour un mot de la fin. J'aimerais ouvrir aux questions. Je ne sais pas si Jenny, tu peux nous aider à un peu... je suis sûr qu'on aura beaucoup de questions. Dans le fond, vous juste mettez l'icône, là, vous levez la main. Peut-être l'icône, c'est mieux. Là, Et je vais vous présenter un peu en même temps les personnes qui vous posent des questions, Henry. Qui veut poser la première question? Il y a tellement de monde. D'habitude, là, vraiment, je pense que les gens sont très polis parce qu'ils voudraient tous se garrocher pour vous poser des questions, Henry, là, je le sais. Donc, les gens sont très gentils. Bon, on a Jean-Guy Trottier, qui est un dirigeant du système de santé depuis plusieurs années, maintenant à la retraite, vraiment un grand penseur, un monsieur créatif aussi. Jean-Guy, vous êtes un administrateur agréé, donc quelqu'un vraiment de la business. Alors, Jean-Guy, allez-y. Ah, vous êtes muté, Jean-Guy. Oui, j'ai entendu parler de vous depuis longtemps. Je n'ai pas eu besoin de vous lire parce qu'on m'en parlait tellement que je me disais, je vais faire ce que les disciples de M. Mintzberg font. Donc, c'est comme ça que je vous ai connu. Mais moi, quand même, il y a quelque chose que j'ai 2 questions à vous poser. C'est que vous n'avez parlé un peu, mais quand vous écrivez, et puis dans le fond, vos écrits sont un peu en dehors de la norme, sont pas traditionnels. C'est qui vous visez parce que dans le fond, vous proposez des changements. À qui vous vous adressez pour que ces changements-là arrivent? Mais c'est un bon point, Jean-Guy. Donc, tout écrivain pense à c'est qui le public cible, c'est qui la personne que vous imaginez quand vous écrivez des livres? En effet, l'origine du changement, en effet, vous demandez comment on peut trouver des moyens pour changer une société ou changer une société. En même temps, oui. Une organisation. Allons commencer sens large, comme
où est-ce que j'ai mis? Comme Rebalancing Society, je ne sais pas où je l'ai mis. Allons commencer comme ça, parce que, attendez. Rebalance, OK. Ouais, attendez, il faut que je remette que je peux voir. Oui, je vois bien. Oui, parce que ça c'est déjà traduit. Parce que ce que je fais maintenant, je commence à dire une société en bonne santé, une société en bonne santé, c'est une société équilibrée entre trois secteurs, public, privé et pluriel. Public, on connaît, privé, on connaît. Pluriel, ça veut dire toutes les organisations qui n'ont ni des propriétaires, ni contrôle, ni propriété de gouvernement. MSF, McGill, Greenpeace, tous nos hôpitaux. Il faut mettre l'accent sur tous nos hôpitaux parce que nos hôpitaux étaient, avant Barrett, étaient secteur pluriel. Ça veut dire qu'ils étaient subventionnés par le gouvernement, mais ils se dirigent. Ils étaient communautaires. Secteur pluriel, ça veut dire secteur communautaire. Le Québec est équilibré, à mon avis, parce que le secteur privé est fort, le secteur public est fort, mais le secteur communautaire, le secteur pluriel est très fort au Québec. Plus fort que dans le reste du Canada, mais pas mal dans le reste du Canada. Et ce sont les sociétés qui marchent bien, comme des sociétés scandinaves, etc. Ça, c'est le message de Rebalancing Society. Quand j'ai dit la plupart de nos sociétés sont hors équilibre. Les États-Unis, beaucoup trop penchés vers le secteur privé, la Chine sur le secteur public, et aussi, on peut dire, Turquie ou Venezuela sur le secteur pluriel, parce que ce sont des groupes communautaires qui contrôlent. C'est certains groupes communautaires qui contrôlent ces sociétés. J'ai cherché un exemple de comment on peut changer ça. Dans l'histoire, quel est un exemple? L'exemple que j'aime le plus, c'est la réformation de Martin Luther. Parce que Luther était moine. Il n'était pas important, il était moine, mais il a posté, disons, sur une église des complaintes et ça devenait pluriel, viral, tout de suite, à cause du médium social de l'époque, ça veut dire le printing press. Et c'est comment, ça veut dire que Franklin Delano Roosevelt, quand Noir lui a demandé est-ce que vous pouvez, si vous pouvez nous aider, et Roosevelt a dit, I know I want to help, go out and make me do it. Ça veut dire que le secteur pluriel force le gouvernement, force les entreprises à agir. Puis, pour moi, ça commence par terre. Ça commence par terre. Et ça, c'est le message aussi exactement de ce livre. Ça commence comme ça et après, parce que les gens qui ont un pouvoir ont trop de pression. Mais regardez Trudeau pendant les expériences à Ottawa récemment. Il était contre les camionneurs, clairement, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Au Canada, on ne commence pas avec smoke bombs et toutes sortes de choses comme ça. Ces mains étaient pris. Parti conservateur, encore plus. Ils sont complètement partagés. Et aussitôt que les gens... Il y a un message de COVID que je trouve très intéressant. Si on est assez affreux, on fait des choses qui étaient inimaginables. Fermer tout le monde dans leur maison,
fermer l'économie, inimaginable. Mais on était peur. Nous étions peur, très, très peur. Il fallait être peur de ce qui se passe avec le climat, de ce qui se passe avec la démocratie aux États-Unis. Il faut être peur, mais il faut attendre. Je ne sais pas si ça une réponse. Oui. Est-ce que j'ai le temps est-ce qu'il y a d'autres qui ont levé la main? On a 2 autres questions, oui. OK, Mais... oui, ça va. Oui, on a 3 autres personnes. OK. Je pense que Diane, donc, Diane, en passant, Henry, j'aimerais te présenter. Diane était une stagiaire dans une cohorte. On avait 5 étudiants en médecine. C'est la première fois qu'on faisait le stage, le prototype du stage avec 5 étudiants en médecine. Diane en est une. C'est une ancienne postdoc de Madoupaille. Et puis, et là, elle est en médecine, en 3e année de médecine à l'Université Laval. Elle a co-signé avec un autre étudiant qui est ici aujourd'hui, Émeric, où il est peut-être parti à son cours, la lettre qui proposait de libérer des étudiants dans le système de santé pour répondre à la crise actuelle. Donc, Diane. I'll speak in English. I'm more comfortable with English. But thank you, Dr. Henry Mintzberg, for coming. It was very informative. And but as Rick said, I'm from like the global health world, and there's this economist in that world, William Esterly. He wrote a book called Tyranny of Experts. And what you said about leadership and community kind of reminded me of that book. And so over the years, at least as an outsider, I was seeing a lot of business language and corporate language enter the medical field. What is efficiency? Maybe we should question how we define this efficiency, but most recently, measuring the efficiency and the output of family doctors, like, as you say, with the number of patients. And from now my point of view as a medical student that's, just on the precipice of entering the system, it seems to me that there's like a disconnect between those who are there, the expert managers of the health system, and those who are on the ground, the doctors, the nurses. And there seems to be some sort of like robotic imposition of this technocratic models on the health system. So I was wondering, what would you tell or what advice would you give young doctors that are about to enter the system who want to practice a more human medicine that seems to be rubbing up against, these efficiency models and these resource managements and all this kind of stuff? Yeah, I mean, that's the $64 question. Sure. And people can get terribly, terribly frustrated. But, there's so many options in healthcare. There's so many different places you can practice and different ways you can practice that you can find it may not be the best paying way, but you can find places where you can be more yourself. It just depends on what. I mean, some people, Joanne used to go off on, she was an emergency room physician at St. Justin's, but she used to go off twice a year to MSF and do that kind of thing. So, there's lots of options. But the trouble is this idea that somehow business is better. And I just have to adjust the heat. And somehow business is better. And business is not better. Business is better for business. Although the things that business does today are so many of the things that business does today are not better for business. They're worse for business. A lot of the short-term, narrow, overpaying executives, all that is not better for business. So when a hospital director is called CEO instead of executive director, I start to get concerned because using that business vocabulary, even in that innocent way, is not innocent because they start acting like CEOs. And the head of a hospital is very, very different from the head of a business. And you can't possibly mix them up. Now, the disconnect is classic. I mean, between administrators and, but it doesn't have to be. I mean, the best
And one thing you can do when you get there, if you're running a hospital, is remember what was going on the ground and run it like you feel the physicians and the patients feel it should be run. And people do that. They're great, famous, wonderful directors of hospitals. Often, I think nurses have a better experience in running collaborative operations than physicians do. Physicians don't usually collaborate. Sometimes they do, mostly they don't. Nurses are always collaborating. They can make much better chiefs of hospitals or other things. So we have to be open to that. And not only the female, because most nurses are obviously female, but also the training. Let me tell you a funny story that sort of made me think about. When I wrote this book, I showed it to my daughter, Susie, who was completing a PhD in social work and has worked for decades in mental health with patients and families. Said, you write this whole book talking about how the physicians are so overwhelmed by the government and other administrators. And she said, well, let me tell you how the social workers and nurses are so overwhelmed by the doctors for exactly the same reason, because often the psychiatrists I've been working with are not close to the patients. And we're close to the patients and they don't listen to us. She at one point, she insisted that a mother and a daughter who was having, the daughter was ill, that a mother and a daughter come before the committee, they come before the team that was working with them, because she wanted them to get to know the mother and the daughter. And in the middle of this meeting, the psychiatrist starts ranting about the mother, and Susie says, I thought mother blaming went out 20 years ago. Okay, so the physicians can be just as blamed sometimes as for being disconnected, depending on what kind of physicians they are. The ER physicians are not disconnected. They're the most connected of all, obviously. Psychiatrists can be disconnected. So. Merci, Diane. The future is bright with folks like Diane, don't you think, Henry? Yeah, absolutely. So we have two quick questions, if you can. We don't want to hold you too long, Henry. So we have Séverine and Sonia. So I don't know who was first. Sonia was first, I think. Sonia was first. Okay, so Henri, Sonia est la directrice. C'est un médecin de famille. Elle est directrice du département de médecine familiale et de médecine d'urgence à l'Université Laval et elle fait le stage avec nous. Et elle a un intérêt beaucoup pour la santé et bien-être des étudiants, des résidents, mais des professionnels, et elle fait une formation. Et c'est Sonia, rappelle-moi, tu es aussi une ancienne médecin militaire. Oui. Et voilà. Alors, vas-y, Sonia. Et ma question va faire un peu suite à celle de Diane, parce que moi, j'aurais aimé entendre, pour aller brièvement, là, peut-être 1 ou 2 messages que je devrais porter dans mon département pour l'enseignement auprès de mes c'est principalement les programmes de médecine familiale et de médecine d'urgence en résidence dans mon département. Donc, est-ce qu'il y a des messages clés avec lesquels je devrais repartir là, par rapport à ce qu'on a parlé aujourd'hui, là, le management, leadership? Qu'est-ce que je devrais ramener à mes équipes là, pour l'enseignement de ça? Là? Heureusement que le livre est en train d'être traduit, c'est une chose. Comme Rick fait, qui suit un petit peu l'IMHL, ça veut dire de mettre les gens en petits groupes, parce que le concept dans notre salle de classe, c'est que les participants apprennent autant de chacun, de each other, que de nous. Il apprend des choses de nous aussi, j'espère, mais non seulement. Un exemple, même Rick peut-être a entendu ça. Souvent, un médecin dans un hôpital dit que dit qu'avant le programme, je ne savais même pas qu'est-ce que c'est public health. Qu'est-ce qu'ils font?
Mais d'être dans la salle de classe avec eux, maintenant je comprends public health. Ça veut dire qu'on apprend d'une à l'autre avec des inputs, des livres, des articles, des choses comme ça, mais des groupes en discussion, comme vous êtes aujourd'hui, comme Rick a créé avec vous. Merci. Et donc, on veut t'inviter, Sonia, à nous envoyer le plus de résidents possible dans les cohortes ultérieures. Donc, et Séverine, Séverine est une haute dirigeante dans le CIUS Capitale Nationale. Elle a un intérêt vraiment pour les Living Labs, pour l'innovation. Elle est la bras droit de Yves Deconinck. Henry, peut-être que vous connaissez Yves Deconinck, un grand chercheur là, dans le domaine de la neuroscience. Donc, elle veut un peu révolutionner l'innovation dans le système de santé, dans le CIUS Capitale Nationale, et elle a décidé d'être stagiaire avec nous dans le Living Lab. Donc, on est très choyés de vous avoir tous avec nous, en fait, et nous, on apprend plus de vous que l'inverse, probablement, là. Mais donc, alors, Séverine. Oui, merci, Rick. Bonjour, Dr. Mintzberg. Très contente de faire enfin votre connaissance. Je suis MBA, donc j'ai eu le plaisir de vous lire à maintes reprises dans le cadre de mes études. Puis dans le fond, le petit challenge que je vous donnerai, on a suivi le PODC en tant que gestionnaire pendant très longtemps. C'est ce qui nous était enseigné initialement. Ça a beaucoup changé sur le plancher. Puis si vous aviez seulement 4 lettres, justement, pour définir le rôle du gestionnaire d'aujourd'hui, pour remplacer le PODC, parce que je sais que vous faites une liste assez exhaustive que j'aime beaucoup sur toutes les tâches ou le rôle d'un gestionnaire. Mais si je vous lance le défi de nous donner seulement 4 grandes compétences ou rôles que le gestionnaire d'aujourd'hui doit faire, ce serait quelle lettre et quel rôle? Je veux, au lieu de 4, vous donner 52. Parce Je vais changer de feuille. Dans le livre Simply Managing, j'ai beaucoup de livres. Dans Simply Managing, qui est aussi traduit ou Managing, c'est un peu plus long. J'ai un chapitre consacré à What Makes a Manager Effective. Et je dis, bon, allons trouver une liste. J'ai trouvé une liste qui a 7 trucs, normalement, pas 4, mais 7. Mais j'ai dit où est intelligence, où est capacité d'entendre, où est ça, où est ça. Puis j'ai mis une liste de tout ce que je pouvais trouver, 52. Et c'est très difficile à dire, il faut être une et pas l'autre. Ça veut dire, mais le problème, c'est que Superman ne pouvait pas remplir ces 52, ou avec un 53. Si on met Kryptonite comme 53e, c'est Superman. Puis, j'hésite toujours. Ce que j'aime le plus, la capacity to listen, sheer intelligence, energy, tout ça. Mais le mieux, c'est de regarder la liste de 52 qui est dans le livre. Je crois que le livre est en français aussi. Et choisissez votre carte. Ce sera mon challenge. Merci beaucoup, Séverine. Henry, je pense que tu dois quitter maintenant. Oui, On aimerait vraiment te remercier du fond du cœur d'avoir été ici. C'est un podcast, donc on va pouvoir le réécouter. Mais j'aimerais te donner le mot de la fin peut-être à un de nos jeunes inspirants qui publie beaucoup, qui nous a vraiment beaucoup aidé à beaucoup de niveaux. Hassan Lalani, étudiant de Jean-Paul Fortin, vraiment un jeune brillant. Alors, Hassan, qu'est-ce que tu as retenu et qu'est-ce que tu veux passer comme message de gratitude à Henry pour terminer? Moi, je voulais juste poser une question. Mais si t'es fait pogner, on n'a pas le temps.
On te laisse la gratitude. Il doit quitter. Henry doit quitter. Je vais répondre en un seul mot. Oui. OK. Non, c'est juste en fait, je voulais juste parce que il y a toute la dimension que vous avez beaucoup traitée dans votre historique. Moi, juste bizarrement, la semaine dernière, j'avais lu votre article sur l'organisation comme arène politique. Là, je pense 84-85. Et je trouve que, par exemple, aujourd'hui, on a une vision naïve d'implementation science aujourd'hui dans les systèmes de santé. Par exemple, on dit qu'il faut juste des stratégies de transfert des connaissances pour que ça marche, mais on oublie que l'interaction entre la connaissance et le pouvoir sont importantes, mais sont sous-estimées. Donc, si je vous pose la question, qu'est-ce que cette perspective d'organisation comme organisme politique et comme lunette de lecture de notre système de santé pourrait nous aider à relever certains des défis, justement, par exemple, au niveau des mouvements anti-vax aujourd'hui ou d'autres, par exemple? OK. Juste quelques mots. Le livre que je viens de finir discute ça. Faut attendre 8 mois, 12 mois, et vous pouvez avoir une réponse. Mais la politique agit fonctionnellement aussi, non seulement dysfonctionnel. OK. Henry, merci pour de ta présence aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu as fait pour la société. On va continuer de suivre vos écrits et merci infiniment. Rick, vous êtes mon héros. Vous êtes là pendant 24 mois dans les salles d'urgence. Ça, c'est absolument incroyable. Écrivez des bouquins, c'est facile. Mais beaucoup d'héros dans la pandémie. Merci beaucoup, merci infiniment, Henry.